Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. L'heure du bilan a sonné pour le débat public autour du projet Europa City. Pour Claude Brévent, chargé de piloter la concertation, le groupe Imochamp doit en dire plus sur le projet et notamment sur l'emploi et l'offre commerciale. Vous l'entendrez dans un entretien qu'elle nous a accordé dans un instant. Le département continue de soutenir le tourisme dans le Val d'Oise. L'Assemblée départementale vient de voter une subvention de 772 000 € pour Val d'Oise Tourisme. Pour quels objectifs? Réponse dans ce journal. Le Barrière Enghien Jazz Festival bat son plein. Pendant 4 jours, la ville accueille le jazz sous toutes ses formes, de Sean Paul à Manu Katché, en passant par Pink Martini. Retour sur les temps forts de ce festival en fin d'édition. Le débat public sur Europa City s'achève demain, mercredi 13 juillet, la fin donc de 4 mois de concertation autour de ce projet pharaonique de complexe alliant loisirs, commerce et hôtellerie prévu à l'horizon 2024. D'ici 2 mois, la commission du débat public va rendre un rapport qui dressera le bilan de ce débat, rapport que le maître d'ouvrage sera libre de suivre ou pas. À cette occasion, Claude Brévent, la chargée du pilotage de ce débat public, fait un premier bilan au micro d'Angélique Boilet. Pour elle, le projet mérite d'être approfondi. Le groupe Imochamp doit en dire plus et notamment sur l'emploi et l'offre commerciale. Le débat public sur Europa City est sur le point de s'achever. Quel bilan vous pouvez faire de cette étape ? Alors c'est un peu tôt pour tirer vraiment un bilan, il faut vraiment retravailler sur tous les documents. On peut quand même tirer quelques enseignements au moins sur la participation qui a été importante. C'est un débat qui a beaucoup mobilisé. Il y a eu beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup d'assiduité, un peu irrégulière parfois. Il y a eu des réunions qui pourtant étaient apparues comme portant sur des sujets essentiels qui ont un peu moins mobilisé, comme l'environnement, ce qui est un peu paradoxal, ou la question des transports. Mais c'est quand même quelque chose qui a beaucoup mobilisé, à la fois en présence dans les réunions, mais aussi via le site internet. Quels sont les points du projet qui, selon vous, méritent d'être approfondis ? Bon, sans conteste les questions environnementales, parce qu'ils ont pris des engagements très très ambitieux, et pour le moment, les moyens d'y atteindre ne sont pas encore très détaillés. Voilà. Ce qui reste aussi à approfondir, c'est la manière dont ce projet va s'articuler avec le niveau local, parce qu'il y a des propos généraux sur le fait que ce projet doit être ancré au niveau territorial. Pour le moment, c'est un projet qui est, moi je l'ai dit dans mon propos, qui est un peu comme un paquebot, qui vit seul, qui pour le moment n'est pas raccroché à son territoire. Donc tout ça, c'est évidemment des choses tout à fait à approfondir. Il y a à approfondir très clairement la manière dont ils vont atteindre ces 46% de personnes qui viendront en transport collectif. Parce que c'est un objectif extrêmement ambitieux, dont il a été souligné qu'il n'était en général pas atteint à ces niveaux-là par des structures de ce type. Donc comment ils vont faire? Parce que s'ils n'y parviennent pas, qu'est-ce qui se passe? Clairement, tout ça, c'est quand même des sujets extrêmement importants. Il y a tout ce qu'ils vont faire en matière de formation, comment ça va s'articuler avec des dispositifs de formation qui existent déjà, comment les gens vont se mettre en ordre de marche pour faire que ce qui jusqu'à présent n'a pas marché, c'est-à-dire en fait l'accès des populations locales aux emplois du bassin de Roissy, mais comment on peut inverser cette tendance. Est-ce que l'offre commerciale mérite aussi d'être approfondie? Il parle d'une offre inédite. Bien sûr, c'est très important parce que pour le moment, personne ne sait de quoi il s'agit. C'est pas évident que dans un délai court, il soit capable de le préciser, mais en tout cas, il faut en dire plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que pour le moment, la seule chose qui a été vraiment dite, c'était qu'il y aurait 3 grands magasins, ce qui donc n'est pas, est quand même un peu concurrentiel avec des choses qui existent, voilà. Et que sur le reste, ce serait entièrement innovant, et il y a un vrai doute sur la capacité à remplir ces surfaces très importantes avec des choses entièrement innovantes. Vous allez d'ici 2 mois rendre un rapport consultatif dans lequel vous allez faire plusieurs recommandations que le maître d'ouvrage est libre ou non de suivre. Vous l'avez côtoyé pendant plusieurs semaines. Est-ce que vous le sentez enclin à modifier son projet? Il a dit à plusieurs reprises, à l'issue de ce débat public, le projet ne sera pas
celui qui a été proposé à l'origine, il sera différent. La programmation sera différente. Il y aura des choses qui seront modifiées. Ça, c'est de sa seule responsabilité. Lors de la dernière réunion de restitution, il n'a pas du tout dévoilé des évolutions possibles de son projet. Il a pris quelques engagements sur des questions d'emploi, mais sur le projet lui-même et sur sa programmation, il n'a pas évolué, mais il aura 3 mois à le faire, 3 mois pour le faire après la remise du compte-rendu. En bref, maintenant, la SNCF va bientôt indemniser ses abonnés impactés par les grèves et les intempéries en mai et en juin dernier. C'est Valérie Pécresse, la présidente de la région, qui l'a annoncé. Les usagers pourront se voir rembourser jusqu'à 20 € sur leur forfait Navigo. En bref, toujours le département continue de soutenir le tourisme dans le Val d'Oise. L'Assemblée départementale vient de voter une subvention de 772 000 € pour Val d'Oise Tourisme, l'agence de développement touristique départementale. L'objectif, développer l'attractivité touristique à l'international et notamment en Asie. Le conseil soutient également des projets innovants. 7 ont été retenus cette année, comme l'aménagement de chambres d'hôtes ou la réalisation de films promotionnels. Ils se partageront une enveloppe de 112 000 €. Je vous propose d'écouter à ce sujet le vice-président délégué au tourisme, Gérard Lambermotte. Il est au micro d'Olivier Zanetta et Florian Philippe. Il y a différents thèmes, il y a à la fois l'hébergement, le tourisme de mémoire, d'autres thèmes bien évidemment. Donc cette année, il y a eu 15 projets qui ont été déposés, 7 ont été retenus, 3 autres sont dirigés sur d'autres lignes de financement et sont donc en quelque sorte retenus également. Donc tout ça pour une enveloppe de 112 000 € et ça permet effectivement de booster le touriste dans notre département et notamment vis-à-vis de l'hébergement puisque le département est assez déficitaire en termes d'hébergement. Le Barrière Anguin Jazz Festival bat son plein. Pendant 4 jours, la ville accueille le jazz sous toutes ses formes, de Sean Paul à Manu Katché, en passant par Pink Martini. La 17e édition se terminera ce mercredi avec la venue du contrebassiste Stanley Clark, récompensé par 4 Oscars de la musique. Retour sur les temps forts de ce festival avec Philippe Pémal. Un beau soleil, une arrivée sur scène originale par bateau, un concert de Sean Paul en plein air devant plus de 15 000 personnes, la 17e édition du Barrière Anguin Jazz Festival ne pouvait mieux commencer. C'est un succès. On attendait plus de monde que ça, mais avec l'euro, c'était logique. 15 000, certains disent 17 000, selon les organisateurs. Non, c'est un beau succès, très maîtrisé. C'est la première fois qu'on mettait en place un filtrage et vraiment la ville a fait un très gros boulot et le filtrage s'est fait dans les meilleures conditions, les gens étaient rassurés. Donc ça a été un très beau concert, 15 000 personnes, zen, voilà, très familial. Pendant 4 jours, du 10 au 13 juillet, le festival accueille de nombreux artistes. Une programmation autour des divers courants du jazz qui va du reggae dancehall de Sean Paul au jazz latino de César Lopez, au pop rock de Manu Katché, en passant par le mélange classique latino lounge jazz de Pink Martini. Dans le théâtre, il y a vraiment toutes les conditions requises. C'est un écrin phénoménal, c'est un bijou de festival pour ça. Hein. On est à côté, on est avec l'artiste, c'est un concert intimiste. Donc il y a une dimension particulière. Et ça crée des électricités, ça crée de l'émotion que les artistes nous apprécient énormément. Et il y a un lien comme ça avec le public, il y a beaucoup de participation et une communion assez forte, justement parce que c'est tout près. Les principales têtes d'affiche se produiront au théâtre du Casino, les autres sur les scènes du Jardin des Roses. Les concerts en extérieur sont gratuits, ceux du théâtre sont à des tarifs très abordables. Il y a des places à partir de 20 €, et puis il y a des places en carré or qui sont plus chères évidemment, mais pour un Manu Katché, pour un César Lopez où on est sur un double plateau, dans la soirée on a mis des places à 35 € je crois, même en carré or. Donc je pense qu'on est très accessible. On a des concerts gratuits en dehors de Sean Paul, on a des concerts dans toute la ville, notamment Scène des Roses, il y a 2 concerts par jour.
qui sont magnifiques et qui sont gratuits. Donc je pense qu'il y en a aussi pour tous les goûts, tous les âges et toutes les bourses. Ce soir, c'est Manu Katché qui sera sur la scène du théâtre du Casino. Demain soir, c'est Stanley Clarke, l'un des plus grands joueurs de contrebasse et de basse électrique, qui clôturera cette 17e édition du Barrière Enghien Jazz Festival. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. L'heure du bilan a sonné pour le débat public autour du projet Europa City. Pour Claude Brévent, chargé de piloter la concertation, le groupe Imochamp doit en dire plus sur le projet, et notamment sur l'emploi et l'offre commerciale. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Bien à l'abri dans son écrin de verdure, le pavillon chinois de l'Isle-Adam veille sur la ville depuis plus de 200 ans. Ce pavillon, en forme de pagode, a été édifié par un riche héritier d'une dynastie de financiers et de mécènes, Pierre-Jacques Bergeret. En 1778, il achète le domaine de Cassan, une immense propriété comprenant un château sur une île, des étangs, des prairies et des marécages. Aidé par son ami le peintre Fragonard, Bergeret transforme le château, crée un parc à l'anglaise et fait construire le pavillon. D'inspiration chinoise, il reflète les goûts de son époque. En cette fin du XVIIIe siècle, la Chine fascine l'Occident. La mode est alors à la construction de fabriques chinoises. Une fabrique, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une architecture en miniature qui orne un parc. C'est une promenade qu'on doit faire dans le parc. Et au milieu de cette promenade, on rencontre des architectures, des différents bâtiments qui nous permettent de nous reposer, de philosopher, de réfléchir, de se retrouver dans des lieux tout à fait différents. Ça nous permet de voyager au sein d'un domaine. À l'origine, le pavillon chinois n'est qu'un élément du parc imaginé par Pierre-Jacques Bergeret. Plus d'une quinzaine d'autres fabriques plus imposantes étaient prévues. Pris dans la tourmente de la Révolution française, Bergeret ne pourra achever son projet. Le pavillon chinois sera la seule fabrique qui verra le jour. Construit sur une base en pierre, servant de déversoir à l'étang, le petit pavillon en bois n'en reste pas moins une invitation au voyage. Nous sommes ici dans la partie supérieure du pavillon chinois. Et là, on entre vraiment dans ce qu'on peut appeler les chinoiseries, donc vraiment en Chine. Toute la partie supérieure est en bois. Toutes les clochettes qui ornent le bâtiment tout autour sont elles aussi en bois. Elles sont là pour éloigner les mauvais esprits, ainsi que les lions-dragons que nous avons de part et d'autre des entrées du pavillon. En 1803, Pierre-Jacques Bergeret revend son domaine. Au fil des décennies, 2 nouveaux châteaux verront le jour, mais les bombardements alliés de 1944 sonneront le glas du domaine qui tombe dans l'oubli. En 1971, la ville de l'Isle-Adam rachète le pavillon et le restaure pendant 4 ans. Il a été inauguré en 1975 et ensuite laissé en libre accès. Et malheureusement, il a été détruit, abîmé. Et il faudra attendre 2008 pour avoir une nouvelle campagne de restauration. Et à partir de 2008, il sera fermé au public et ouvert sur visite guidée. Classé monument historique en 1965, le pavillon chinois de l'Isle-Adam est l'une des 4 dernières fabriques du XVIIIe siècle réalisées en France.